Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Et donc en fac, tu as fait quoi comme étude de fac du coup ? Alors moi j'ai une licence en électricité électronique et après j'ai suivi d'un master en fait en génie industriel, qui très sincèrement ne m'a pas servi à grand chose. Un peu en master en France, mais voilà, j'ai fait ce master. Ce qui était surtout intéressant, c'est que j'ai fait un master en alternance, donc c'est surtout là où tu apprends en fait. Donc C'est ça. c'était vraiment génial. Et donc la vie à la fac, là pour le coup, je suis totalement intégrée. Je fais la fête du jeudi au dimanche. Et puis c'est un domaine très masculin ce que tu as choisi, non ? Et oui, alors pour parler de ça, effectivement, c'est un domaine extrêmement masculin. Donc je me souviens à la fac, on était, alors déjà au lycée, c'était un lycée technique, et bon là on avait quand même la parité. Mais par contre, quand je suis arrivée à la fac, effectivement, on était de mémoire en licence, on était 5 filles pour une trentaine de gars, je crois. Ok. Et en master, je crois qu'on était une vingtaine pour 3 filles. Oh, wow, okay. Donc ouais, c'est un milieu qui est extrêmement masculin, mais pour le coup, j'avoue qu'en fait à la fac, moi, j'ai jamais, je me souviens pas de remarques en fait sur ce point-là. Et au contraire, c'était plutôt bonne ambiance. Mm-hmm. Donc franchement, non, ça se passait plutôt très très bien. J'ai suivi pareil que toi, j'ai fait aussi un DUT en physique qui était très masculin et du coup un master aussi. Nous encore, on était la promo, il y a eu plus de filles, je pense, mais ça restait quand même une grosse majorité d'hommes. Mais pareil que toi, je me souviens pas, au contraire. Oui. Après, aujourd'hui, on entend encore beaucoup de choses. Enfin, on entend souvent en fait des propos sexistes qui viennent de grandes écoles. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la parole s'est libérée et du coup, on en parle plus aujourd'hui. Et peut-être qu'à l'époque, nous, tu vois, ça nous venait quand même, mais on était moins imprégnés de ça. Franchement, je ne sais pas. Mais ouais, je me souviens que j'avais de bons rapports avec tout le monde et qu'on n'était pas, à aucun moment j'ai le souvenir qu'on nous ait rabaissé parce qu'on était des nanas, tu vois. Ou même qu'on nous ait dit, tu trouveras moins bien ou tu trouveras pas parce que t'es une nana ou un truc du C'est genre. ça. Ouais, non, Et on moi avait j'ai pas même le des souvenir de profs ça. qui étaient des nains. Ouais. Ouais. Donc franchement à la fac non, mais alors du coup je le fais pas dans l'ordre chronologique, mais vu qu'on parle de sexisme, enfin ou en tout cas le fait d'être une nana, j'ai jamais autant entendu de choses sexistes que depuis que je suis rentrée en France et depuis que j'ai changé de boulot. Et ça, je l'ai pas entendu à Madagascar, je l'ai pas entendu pendant mes études, je l'ai pas entendu dans les autres pays que j'ai fait. Mais depuis que je suis rentrée, je l'entends. Et j'en suis au moins facilement à une dizaine de remarques sexistes. Pas nécessairement contre moi, tu vois, mais en fait, si moi je les entends pour d'autres nanas, c'est que forcément, on en dit aussi sur moi dans mon dos. Et tu te dis, mais attends, mais on est en 2020, t'as encore des trucs de merde de ce type-là, tu vois. Enfin, je te Mm-hmm. donne un exemple à la con, mais on a une DG aujourd'hui qui est une nana, qui est une dame, elle a fait son intervention, elle vient de prendre son poste, et elle a fait une intervention, un webcast à tous les salariés il y a quelques semaines. Et donc, à table, lors du déjeuner, je demande à mes collègues, mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et donc, la première remarque qu'on me fait, elle me dit, oui, alors j'ai trouvé que sa veste, elle était assez sobre, veste bleue avec ses talons un peu dorés. Mais en fait, on en a rien à faire. Enfin, c'est pas ce que je te demande, tu vois. Enfin, si je te disais, je sais pas, si c'était un homme, c'est pas ce que tu m'aurais dit. Tu m'aurais pas parlé de de La son couleur de ses chaussures. ouais, c'est ça. C'était n'importe quoi. Enfin, après un autre moment, il y a 3 nanas qui sortent d'une salle, on est au café, il y a un des gars qui dit ouais bah quoi, c'était une réunion Tupperware. Je te dis mais what the fuck, enfin Ouais. l'humour de merde. Bon bah voilà, enfin du coup ce type de remarque là, tu vois, c'était dit sur un ton très lourd, mais il y a d'autres remarques dans le boulot en tant que tel qui sont absolument abominables. Donc là-dessus, oui, en fait, on a encore beaucoup de chemin à faire sur ces sujets-là, même en France, même à Paris. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le sujet de tous les pays que t'as fait. Donc du coup, t'as fait la fac et ensuite tu as trouvé, j'imagine, un CDI. Oui, moi j'ai trouvé effectivement un CDI juste en sortant de la fac, à Paris. Donc d'ailleurs, d'où le fait que je sois venue ensuite à Paris. J'ai travaillé quelques années dans cette. Je suis toujours dans la même boîte. Hein, j'ai travaillé quelques années dans cette boîte et après j'avais envie. En fait, j'ai toujours aimé voyager et ça faisait partie de mon identité. Et donc dans tout ce qu'on se dit là, je pense que c'est important que les personnes, si elles ont cette envie-là, qu'elles se donnent les moyens en fait de leurs ambitions quoi. Si ils ont envie d'aller visiter ou d'aller vivre dans un pays, il faut regarder comment on peut faire pour y aller. Et du coup, moi, en ayant grandi dans un milieu indien, enfin dans un milieu extrêmement cosmopolite, ça faisait partie de mon identité finalement d'en avoir plusieurs.
de ne pas en avoir qu'une. Chose Mhm. qu'on fait souvent en France, on fait souvent l'amalgame de ok, tu es français, mais tu n'es rien d'autre. Bah en fait c'est faux, c'est que comme tu disais dans ton podcast, en fait tu peux être française et canadienne. Sur les papiers c'est possible, mais culturellement dans les mœurs des gens c'est compliqué. Tu peux Ouais. pas dire je me sens française et je me sens ça. Et moi ça faisait partie de moi en fait. Donc faire ma vie en France c'était pas suffisant. Et du coup, en plus, après 10 ans, j'avais réussi enfin à être de nationalité française. Donc voilà, pour moi, j'avais prouvé et j'avais sécurisé mon avenir parce qu'évidemment, pour moi, c'était impossible de me dire qu'un jour, il fallait que je rentre à Madagascar. Pour moi, l'avenir, c'était la France. C'était pas de rentrer à Madagascar après mes études. Et je me Mhm. sentais française et je me sens française. Donc une fois que j'ai mes papiers français, je me dis, bah, ok, cool, ça maintenant c'est acquis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est là où du coup je me suis dit mais en fait voilà moi à cette époque-là j'ai 26 ans et je me dis bah, ok j'ai 26 ans, j'ai pas de mec, j'ai pas acheté, en fait j'ai pas d'attache à part mes frères qui sont en France, mes parents sont encore à Madagascar. J'ai pas vraiment d'attache et je kiffe voyager, j'ai envie de faire ça. Et donc il y avait un poste qui se libérait à ce moment-là dans mon taf qui me permettait en fait d'aller dans différents pays. L'inconvénient, c'est que tu ne choisis pas le pays où tu vas, ni la durée. Et donc, tu y vas à chaque fois qu'on construit en fait une usine. Ben voilà, moi, je m'occupe de ces usines-là et du coup, tu voyages comme ça à travers le monde. Et donc, pendant 4 ans, j'ai fait ça. Donc, de 2018 à ben là, en décembre dernier. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Hong Kong. J'ai passé énormément de temps à Hong Kong, d'être en Thaïlande, d'être à Oman. J'ai fait la Pologne, j'ai fait quelques villes évidemment en France, et l'Ouganda, qui était une expérience assez incroyable aussi. Du coup, voilà, j'ai fait un petit peu tous ces pays-là pour le boulot. Donc, en général, tu restais quoi? Tu restais environ 6 mois, 1 an? Ben, le minimum que j'ai fait, c'est 1 mois. C'était la Croatie. J'ai fini par la Croatie l'année dernière. Ça, c'était le minimum que j'ai fait. Et après, ça dépend vraiment du projet. Donc, le max, du coup, c'était Hong Kong, où j'ai fait 15 mois. Avant ça, j'avais déjà fait 6 mois, toujours à Hong Kong, pour un autre projet. Thaïlande, c'était 3 mois. L'Ouganda, c'était 4 mois. Enfin, donc, du coup, ça varie, en fait, selon le projet. Mais sauf que ça, tu ne sais pas au départ. Tu sais pas pour combien de temps tu pars. On te dit au début, OK, viens 1 mois. Et puis, évidemment, quand tu arrives sur place, tu vois la montagne de trucs à faire. Tu te dis, bah, ça sera jamais fini en 1 mois. C'est ça. Parce que du coup, ton entreprise, elle t'envoie avec un contrat expat où tu as le logement qui est payé, etc. Ou comment ça se passe? Ben, en fait, t'as les deux. Souvent, la plupart du temps, tu t'es envoyé en détaché, envoyé en détachement, donc ils te font un papier en fait de détachement. Et évidemment, le logement est payé par la boîte, le transport est payé par la boîte, ton téléphone, voilà, dans le cadre de ton boulot en fait. Et évidemment, bah, t'as des indemnisations aussi, on va dire ça comme ça, selon le pays où tu vas. Des indemnités genre journalières, c'est ça? C'est ça. En fait, t'as des indemnités journalières selon le PIB du pays. Donc évidemment, si tu vas au Moyen-Orient. Mais du coup, tu vas avoir, finalement, on peut résumer ça un panier repas, tu vas avoir un panier repas qui est plus important. Parce que la devise, etc., est plus importante, Mhm. le niveau de vie est plus cher, etc. Et donc, t'as une liste t'as la liste de pays et je crois que c'est tous les 6 mois, ils revoient cette grille avec combien tu gagnes par jour Ok. selon le nombre de jours passés sur site. Donc, t'as ça. Après, t'as aussi une indemnité géographique selon l'éloignement et une indemnité selon la sécurité du pays. Donc, typiquement, moi, j'avais des collègues qui étaient au Mali quand ça n'allait vraiment pas bien, là, il y a 5-6 ans. Ben, évidemment, l'indemnité était beaucoup plus grosse. Mhm. Donc, du coup, voilà, t'as ton salaire. Pour toi, que finalement, ça soit de l'expat ou du détachement, ça change pas grand-chose, à part éventuellement sur les impôts. Donc, Ok. sur les impôts, quand tu pars en détachement, tu sais que, ben voilà, si tu passes plus de 6 mois à l'étranger, ben, tu n'es pas, en fait, imposable en France et tu n'es pas imposable ailleurs, là où tu habites, en fait. Alors qu'en expat, tu as quand même, bon, ok, tu n'es pas imposable en France, mais normalement, tu es imposable dans le pays où tu es. Et donc là, c'est une négo que tu fais avec ta boîte. Est-ce que ben, c'est toi qui payes tes impôts ou est-ce que c'est l'entreprise qui paye pour toi? Et du coup, quand j'étais à Hong Kong, vu que dans tous les cas, c'était minimum 1 an, c'était le plus gros, minimum 1 an et finalement, c'est devenu 15 mois, là, je suis partie en expat. Et les autres, je suis partie en détachement. Du coup, enfin, franchement, j'ai adoré cet épisode de ma vie parce que c'est 4 ans où t'as pas un jour qui ressemble à un autre. Tu sais pas où tu vas le temps d'après. Enfin, tu ne peux absolument rien planifier. T'as limite le temps de t'adapter à la culture que tu dois déjà changer de pays, quoi. Exactement, ouais, Mhm. c'est exactement ça en fait. Après, tu bosses quand même beaucoup, hein, donc c'est pas, voilà, moi je travaille sur des usines, donc tu vas faire des astreintes, tu vas travailler le week-end, donc et même quand t'as du temps off, souvent t'es tellement explosé que tu veux juste dormir, tu vois, donc tu profites pas Mhm. de la même façon enfin tu profites pas comme si t'étais touriste, hein, clairement. Ouais, ouais. Mais il reste que tu es enfin, tu vis vraiment avec les gens, quoi. À l'usine, ben, en fait, t'as des locaux qui travaillent avec toi. Donc,
t'apprends à vivre avec eux, t'apprends leur culture et là-dessus, c'était génial aussi c'est une autre ouverture d'esprit en fait que ça t'apprend et elle est différente à chaque pays. Et t'as l'impression d'avoir tout vu à chaque fois et à chaque fois t'arrives dans un nouveau truc et tu te dis ah mais non, ce que j'ai appris là-bas, ça ne marche pas ici, tu vois. Enfin, c'est clair. et du coup, c'est assez incroyable. Et je te donne un exemple tout con. Mais la première fois que j'ai fait Hong Kong, au bureau, les gens ne se disent pas bonjour. Et ça, c'était dingue. Et je me souviens en parler avec mes autres collègues, du coup, expats, détachés. C'était incroyable. Nous, on arrivait, tu vois, on prenait le café ensemble, on se tapait encore la bise à l'époque, c'était avant le Covid. Et là, t'arrives, tu es avec les locaux et en fait, même les chefs, tu vois, on se croise, mais ils disent pas bonjour. Et genre, j'aime pas ça. un quart d'heure après, ouais, mais grave, tu vois, ça demande un temps d'adaptation, quoi. Et un quart d'heure après, tu les retrouves dans une réunion et tu discutes direct boulot, quoi. Et nous, tu sais, nous, Français, on n'est pas du tout comme ça. Du coup, il y a pas ce côté small talk et tout, tu vois. Donc ça, c'était typiquement un truc qui m'avait assez marqué la toute première fois où j'étais à Hong Kong. C'était et donc des petits trucs comme ça, tu vois, t'as besoin toi de t'adapter puisque c'est toi qui es chez eux. Et en retour, quand ils voient du coup que évidemment tu fais pas n'importe quoi, en retour ils te font confiance et ils t'apprennent plein de trucs. Et du coup voilà, ça c'était hyper enrichissant comme expérience, tout simplement de voyage, tu vois, d'apprendre sur les cultures et tout ça, mais aussi je trouve quand tu voyages, t'apprends aussi beaucoup sur toi-même. Et ça, j'avais trouvé ça aussi très, ça m'a tiré vers le haut en fait, de voir quelque chose qui est différent de Madagascar, qui est différent de la France aussi, parce que c'est ce que je te disais la fois d'avant en fait, quand c'est la première fois au téléphone. Pour moi, la France c'était le Graal, de dire en fait, tu passes d'un pays comme Madagascar à la France. Pour moi, il n'y avait pas plus haut que la France. Et en fait, tu vas ailleurs et tu te rends compte que c'est pas vrai, tu vois. Enfin, de mettre la France sur un piédestal. J'avais tort parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses génialissimes qui se font ailleurs et qu'on ne voit pas. Et du coup, voilà, ça permet une ouverture d'esprit par rapport à ça. Alors, du coup, c'est sûr que la France, je pense que c'est un peu à part parce que c'est un pays qui m'a vraiment construit et qui a construit mon identité en tant que personne et en tant que nana aussi. Je pense qu'on le voit beaucoup aujourd'hui avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui se passe dans plein d'autres pays comme l'Afghanistan, etc. On a une chance incroyable encore une fois, d'être dans un pays comme la France. Et donc, c'est un pays qui m'a vraiment forgé au plus profond de mon être. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, quand on me demande qui je suis, le premier truc que je vais dire, avant d'être indienne, avant d'être malgache, je vais dire, en fait, je suis française. Et quand je suis ailleurs, les gens me demandent où est-ce que tu habites et tu es d'où. Je ne dis pas que je suis de Madagascar. Je leur dis, je viens de Paris. Donc, vraiment, pour moi, la France, c'est vraiment à part. Donc, ça serait trop long de lister tous les trucs que ça m'a apporté. Mais en tout cas, si on prend Hong Kong, par exemple, puisqu'encore une fois, c'est là où j'ai passé le plus gros de mon temps quand j'étais en expat. Ce que ça m'a appris, c'est en fait des choses qui sont assez simples, hein, mais d'avoir de la gratitude et de te contenter avec ce que tu as. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué là-bas parce que du coup, les gens en fait, ils vont pas forcément mettre en avant de premier abord le côté négatif. Après, bon, c'est leur culture aussi qui veut ça, hein, mais voilà, ils sont extrêmement prudents, ils sont extrêmement pudiques, et c'est quelque chose qui a transpiré chez moi, je pense, parce que nous, typiquement, le premier truc qu'on va faire quand on nous demande, bah ouais, mais comment c'était cette soirée ou comment c'était ça, tu vois, hein, tu vas dire ouais, c'était bien, mais et là tu vois, on est très fort nous les Français, on est très fort à sortir une liste de trucs qui vont pas, tu vois, et on voit voilà, on est mauvais, je trouve, dans le fait d'être positif et de dire des choses positives. Et ça, c'est quelque chose que Hong Kong m'a appris. Et le truc que ça m'a appris aussi, c'est un peu plus de discipline, je pense. C'est une richesse d'avoir l'œil critique, oui et non. Là-bas, moi, j'y étais en période de Covid. Moi, j'étais à Hong Kong, ma deuxième expérience à Hong Kong, c'était 2 jours avant qu'on annonce le premier confinement en France. Et là-bas, quand je suis arrivée, t'as tout le monde qui porte des masques. Enfin, il y a tout un système qui se met en place sans que t'aies vraiment besoin de l'intervention de l'État. Chose que nous, on a vécu totalement différemment en France. Et ça, tu vois, de dire, OK, on prend une décision, et c'est le cas aussi en entreprise. Tu prends une décision et tu te dis, bah OK, I stick to it. Enfin, tu la donnes et ils vont d'abord l'exécuter et après ils vont te dire, bah ouais, mais ça va pas, ça va pas. Ils vont pas être tout de suite dans la confrontation et de dire ton truc, c'est de la merde, quoi. Donc ça m'a appris aussi à être plus disciplinée là-dessus et de te dire, OK, je prends pas de suite en défensive les choses que ça me donne. Et après, au-delà de ça, évidemment, le côté d'aimer sa culture et c'était, disons, une mission très difficile parce qu'encore une fois en Covid et du coup on était très peu nombreux en fait sur site. On était censé recevoir du renfort et évidemment Covid fait que les frontières étaient fermées. On n'a pas eu
le monde qu'on voulait. Et donc, on a bossé comme des tarés. Et quelque chose qui est très bête, c'est aussi que, en fait, dans ces endroits-là, les gens te font confiance. C'est que, bah ouais, mais en fait, j'en sais rien, le cost controller, le financier qui était censé faire le budget, ben en fait, il est pas là. Et à cause du Covid, il peut pas être là. Et du coup, quelqu'un doit le faire, ben vas-y, fais-le. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu y arrives pas, ben je sais que tu sais pas faire et on fera autre chose. Et du coup, les gens ont tendance à te faire confiance pour ça, chose qui est très difficile en France. Et donc, ça m'a appris aussi, j'ai appris des choses, je ne savais même pas que je savais les faire, tu vois. Enfin, tu te mets à risque, et tu vois si ça marche ou pas. Donc en fait, je pense que si je peux résumer, ça m'a aussi appris à être audacieuse et de tenter les choses. Et ça, je pense que c'est vrai dans n'importe quel voyage, pour le coup. Donc voilà, donc ça c'était pour Hong Kong. Et après, la Thaïlande, c'était le côté chaleureux, puisque bon, là, les gens là-bas, ils étaient incroyablement ouverts, contrairement là où à Hong Kong, les gens ils te disent pas bonjour, tu vois. Là, en Thaïlande, c'est différent. Donc là, c'était le côté chaleureux, le côté, le fait de connaître leur culture, de voir qu'en fait, la Thaïlande, c'est pas que Pattaya, tu vois. Enfin, il y a toute une strate de classe sociale que nous on n'appréhende pas. Tout ça, voilà, ça permet juste une ouverture d'esprit, qui est assez intéressante. Et je pense l'Ouganda, ce que j'ai adoré, c'était, alors du coup, c'est, je pense, lié que à mon boulot, mais le fait que moi je travaille dans le traitement de l'eau, là où j'étais, l'usine qu'on construisait, c'est une usine d'eau potable. Et cette usine, ben, en fait, une fois qu'elle tournait, c'était la première fois que des gens avaient de l'eau potable à leur robinet. Et donc ça, en termes de sens, c'était gigantesque de te dire en fait que tu peux faire ça. Et même les locaux qui y étaient, les pauvres, ils ont fait des astreintes, enfin ils ont fait des rotations de nuit où ils n'ont pas dormi, où ils ont dû dormir 2 heures par nuit, etc. Et quand tu leur demandes mais pourquoi tu fais ça, en plus t'es même pas indemnisé par ta boîte et tout, ils disent ben non en fait moi je suis content de faire ça pour mon pays parce que regarde il y a des gens qui sinon ne vont pas avoir de l'eau potable. Tu vois, enfin c'est ça encore une fois ça te ramène à toi, à ta richesse, à tout le confort que tu as à la maison que eux n'ont pas eu et qu'ils n'ont pas et qu'ils découvrent et donc ça, s'il y a un truc que ça t'apprend, c'est l'humilité, je pense, de te dire bah ok, on fait des choses bien, il faut le dire, mais à côté de ça, il y a plein de gens qui n'ont pas grand chose et du coup il faut qu'on soit humble par rapport à ça quoi. Donc voilà un petit peu, je pense la liste des points qui ont été vraiment importants, je pense pour moi sur ces dernières années. Je trouve ça incroyable justement que tu as eu cette opportunité à travers ton travail d'aller expérimenter ces différents pays et j'ai l'impression que tu as appris des choses de la vie que pour certaines personnes ça va prendre des dizaines d'années certainement à apprendre. Ouais, je pense, c'est clair. En fait, tu vis, je pense que plusieurs personnes l'ont dit sur ton podcast, en fait. Tu vis tellement en accéléré quand tu voyages. T'as pas 2 jours qui se ressemblent. Tu emmagasines énormément d'infos. Tu es plus patiente aussi parce que soit tu parles pas la langue ou même quand tu parles la langue, tu connais pas la culture. Donc, t'es moins en frein, en fait, vu que t'as pas de baseline. Tu peux pas te dire, ouais, cette situation, elle est nulle, tu vois. Tu la prends comme elle est et puis voilà, t'avances avec. Alors qu'en France, tu connais ta routine et du coup, il y a un moindre truc qui va pas. Hier, j'étais acheté une brosse à dents, il n'y avait pas de code barre dessus. Le caissier, il était perdu, tu vois. Il dit, ouais, qu'est-ce que je fais Ben voilà, tu vois. Enfin, c'est un peu cette image. Et donc, c'est un vecteur incroyable, un catalyseur incroyable en termes de développement personnel, je pense. Même quand on n'aime pas le voyage, enfin même quand on n'a pas ça en soi, il faut peut-être éventuellement se forcer un peu, même sans aller à l'autre bout du monde, tu vois. Tu peux juste aller dans la région d'à côté. Tu vas voir d'ailleurs la beauté de la France et ça va t'apprendre dans tous les cas t'exposer en fait au monde extérieur va forcément te renvoyer à toi qui tu es et qui tu es à l'intérieur au fond de toi. Tu sais, ça te fait mettre genre c'est comme si tu mettais des lunettes et que tu vois les choses vraiment différemment en fait. Oui, absolument. Et des lunettes aussi sur toi-même en fait. Et c'est vrai que là-dessus, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, même en étant juste à la porte d'à côté chez toi, tu vas découvrir des choses et qui vont te ramener à toi et à qui tu es, tu vois. Et après, tu dis, ok, ça c'est pas moi, ou ça finalement j'aime bien, tu vois. Tu gardes le meilleur sur ton passage. Et c'est en ça où c'est extrêmement riche de pouvoir effectivement voyager, de pouvoir être expat, ou même quand tu l'es pas, de te donner les moyens, comme toi t'es parti, de te donner les moyens de le faire en fait. C'est ça, quand je vois que toi t'es parti à 15 ans, je me dis que c'est quand même, enfin tu vois, comme quoi
Il faut juste être déterminé, savoir ce qu'on veut. C'est pas toujours facile non plus de savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Mais au moins d'aller tester, parce que peut-être qu'au bout d'un an, tu serais rentré. On sait pas. Mais au moins, t'es allé tester. Là, quand t'as pris ton opportunité de travail, tu savais pas où on allait t'envoyer, mais tu t'es dit, je vais quand même tenter l'aventure. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il faut vraiment se donner cette opportunité de partir et d'aller les chercher aussi, parce qu'ils viennent pas, ils nous tombent pas du ciel. Donc, j'adore échanger avec toi, Jalpa. Malheureusement, il va falloir qu'on conclue ce podcast. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre. Alors du coup, j'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est si Jalpa d'aujourd'hui, justement, pouvait adresser un petit message à Jalpa de 15 ans. Bon, tu te souviens pas trop d'elle, mais si tu pouvais lui adresser un petit message, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais en fait, je pense que ça serait assez simple, hein. Je lui dirais, mais t'as raison, vas-y, fonce, c'est ce qu'il faut faire. Donc là-dessus, je n'ai aucun regret. Par contre, tu vas en chier. Je pense que tu vas en chier et tu vas avoir froid. Tu vas avoir froid. Non, mais c'est que réellement, on se rend pas compte. Là, on dit oui, c'est génial l'expatriation, de voyager, etc. Mais faut pas oublier que là, on en a pas parlé, mais plein d'autres personnes en parlait dans ton podcast avant. Il y a quand même énormément de phases de down où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, tu vois. Mais in fine, enfin, l'objectif à la fin est plus grand que le moment de blues que tu sens, tu vois. Donc je pense que moi, quand je suis partie à 15 ans, tu vois, t'as pas encore tout à fait le recul d'adulte en plus, tu vois. Donc tu dis ouais, ok, c'est génial et tout. Donc ça, c'était clairement, tu vois, la prise de risque, elle valait le coup. Maintenant, derrière, effectivement, il y a plein d'autres aspects qui demandent un peu de planification et un peu de recul que je pense j'aurais pu avoir. Donc à la petite de 15 ans, je lui aurais dit bah, vas-y, mais par contre planifier un petit peu plus telle ou telle chose, tu vois. Et sois peut-être un petit peu plus discipliné. Sois peut-être un peu plus discipliné, c'est clair. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais du coup partager ta citation ou chanson préférée? Ben, en fait, en réfléchissant à ça, il y avait un truc qui m'avait assez frappé, enfin 2 trucs qui m'ont assez frappé d'ailleurs. Donc je te donne la première, mais du coup qui fait plus de sens quand tu l'as dit en anglais. En anglais, la phrase c'est "You become what you think about". C'est une phrase qui a l'air un peu conne comme ça, mais en fait c'est que s'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête, ben forcément en fait ta vie, tes choix, ce que tu fais vont t'orienter là-dessus. Et donc si tu as un objectif qui est clair, très bien, tu vois, tu vas tout mettre en œuvre pour que ta vie suive ce chemin-là. Par contre, si tu broies du noir, si t'es plein de négativité, ben tu sais que, malheureusement, tu vas faire du surplace, quoi. Donc, il est très important d'avoir ce shift dans la tête, en fait, de tes pensées, de te dire, bah non, en fait, moi, je veux ça. L'objectif est clair, donc évidemment, il faut clarifier cet objectif, et derrière, de te donner les moyens d'aller vers ça. Et si ça marche pas, d'avoir un plan B, plan C, etc. Exactement, c'est très bien dit. Donc voilà, ça c'est l'une des citations, et l'autre que j'aime bien, mais qui est plus afférente en fait au côté le fait que moi je sois partie à 15 ans, c'est pareil en anglais où quelqu'un avait dit the children do not come from you, they come through you. Donc en fait, les parents ne te font pas, en fait, effectivement eux ils viennent, tu les mets au monde, enfin les enfants tu les mets au monde, mais tu n'es qu'un moyen en fait. Tu ne les possèdes pas et ton histoire n'est pas la leur, et ce que eux veulent n'est pas ce que tu veux, ben oui, c'est pas grave. Et c'est pas parce que moi, mes parents étaient à Madagascar et ils voyaient leur vie finir à Madagascar que moi, j'étais obligée d'avoir la même vision. Donc, il y a un moment, le fait d'être partie à 15 ans, c'était aussi un petit peu en rapport avec ça, de casser en fait ce cycle-là. Pour moi, n'était pas gênant parce que je me dis, ben non, en fait, je suis pas obligée de faire comme mes parents. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a ça reste une réalité où, voilà, si t'as pas un parent qui est cadre, par exemple, l'enfant, il va pas être cadre. Si t'as des parents ouvriers, il y a beaucoup de chances pour que toi, tu deviennes ouvrier. Et je pense que cette phrase, elle est importante pour ça. C'est que, du coup, toi, en tant que parent, tu n'es qu'un vecteur. Et ça s'arrête là, quoi. Enfin, tu ne possèdes pas l'enfant. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance à dire nos parents, c'est nos modèles. Et c'est vrai en soi, parce que on les voit tous les jours. Ils nous élèvent, etc. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de pas se dire, mais c'est pas parce que c'est nos modèles et qui nous ont fait qu'on doit suivre la voie que eux ils ont fait. Et je trouve ça super que justement t'as réussi, toi, tu vois, à défier un peu la voie que ton papa, qu'il avait dressée dans sa tête, en tout cas. Et t'as dévié un peu cette trajectoire et tu t'es dit, bah non, en fait, moi, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Donc, bravo. Et pour toutes celles qui nous écoutent, pareil, si vous avez des envies, peu importe votre âge, 15 ans, 35, 45, 55, peu importe, des envies. Si vous êtes marié, pas marié, il faut y aller, il faut foncer parce que comme tu l'as dit, on devient ce qu'on pense en fait. Il faut oser, ouais.
C'est ça. Faut oser, et si ça marche pas, c'est pas grave. On fera autre chose. Et puis, encore une fois, on a la chance d'être français, sans doute, pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, en fait, revenir en France, c'est très bien aussi. C'est ça, exactement. Mais écoute, Jalpa, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Salut. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.